Monaco, un terrain de jeu prisé par les ultra-riches avec ses yachts luxueux, son casino légendaire, ses banques privées, sa fiscalité avantageuse et bien sûr son Grand Prix de Formule 1. C'est dans cet univers que le coureur automobile québécois Jacques Villeneuve a fait quelques escales. Son parcours extraordinaire l'a amené au sommet de la gloire, lui permettant d'accumuler une fortune considérable. C'était un contrat de 100 millions de dollars. C'était un des athlètes les mieux payés là, dans son domaine. Mais comme bien des sportifs de haut niveau, Jacques Villeneuve a effectué de nombreux passages dans des paradis fiscaux. Grâce aux Pandora Papers, une nouvelle fuite de documents confidentiels obtenue par le Consortium international des journalistes d'enquête, dont Radio-Canada est partenaire, nous avons pu retracer le parcours fiscal de Jacques Villeneuve, un parcours parsemé de virages qui lui ont permis d'éviter le fisc depuis les tout débuts. C'est au cœur des paysages enchanteurs des Alpes suisses que se retrouve le jeune Jacques Villeneuve à la suite de la mort de son père, le coureur automobile Gilles Villeneuve. Il fait ses études secondaires au très sélect Collège alpin Beau-Soleil à Villars-sur-Olon. Il a grandi dans un environnement privilégié. Il n'étudie pas au Collège Beau-Soleil qu'il veut, probablement l'école secondaire la plus prestigieuse de la planète. Je pense qu'il faut le reconnaître. Là où on grandit, ça forge un peu notre vision du monde. C'est là qu'il rencontre Craig Pollock, un professeur d'éducation physique qui jouera un rôle clé dans la future carrière de Villeneuve en devenant son gérant. C'était le professeur de ski de Jacques au collège. J'imagine un homme doté d'un fort talent de persuasion parce qu'il a réussi, il a mis sa carrière d'enseignant de côté pour aider à lancer Jacques dans le milieu de la course automobile. En 1992, Jacques Villeneuve compétitionne au Japon, mais il fait un saut au Québec au mois d'août et s'y établira en permanence peu de temps après. Il participe au Grand Prix de Trois-Rivières en Formule Atlantique où il finit en 3e position à l'âge de 21 ans. Avec son gérant, il apprend aussi à manœuvrer dans les paradis fiscaux dès le début de sa carrière. Un mois plus tard, à des milliers de kilomètres de Trois-Rivières, dans le paradis fiscal des Bahamas, une société appelée Gold Star Holdings Corp est incorporée. Cette société de portefeuille sera utilisée par Jacques Villeneuve pour recueillir ses revenus de compétition. Gold Star Holdings est elle-même détenue par une fiducie située aux îles Vierges britanniques, un autre paradis fiscal des Caraïbes où le taux d'imposition est nul. Selon ce document confidentiel provenant des Pandora Papers, cette fiducie a été mise sur pied pour préserver, gérer et protéger les avoirs familiaux de M. Craig Pollock et de M. Jacques Villeneuve. Le recours aux paradis fiscaux n'est pas illégal en soi, mais il peut priver les États de revenus considérables, selon Eduardo Traversa, professeur en droit fiscal à l'Université de Louvain. Le sportif ne devra plus payer des impôts sur les revenus qu'il perçoit au travers de sociétés dans son état de résidence, par exemple le Canada, mais que ces revenus seront soumis au régime fiscal de l'État où est située la société, donc par exemple les Bahamas, ce qui veut dire alors une imposition nulle ou extrêmement faible, et en tout cas bien plus favorable qu'au Canada. À partir de 1993, Jacques Villeneuve compétitionne sur des circuits nord-américains en Formule Atlantique. Sa carrière part sur des chapeaux de roue. Termine recrue de l'année encore une fois, 2e au légendaire 500 000 d'Indianapolis, remporte les 500 000 d'Indianapolis par la suite. Et là, c'est sûr que les gens de la F1 se sont tout de suite intéressés à Jacques Villeneuve. Pendant ces années sur le circuit nord-américain, ses revenus grimpent en flèche. Il récolte des millions de dollars. Puis, en 1996, les portes de l'univers sacro-saint du circuit de Formule 1 s'ouvrent enfin pour le pilote québécois. Jacques Villeneuve déménage à Monaco avec en poche un contrat de 2 ans avec l'écurie Williams. Le chroniqueur Martin Leclerc a couvert la carrière de Jacques Villeneuve en Formule 1 pour le Journal de Montréal.
Jacques a habité à Monaco à partir du moment où il est devenu pilote de F1, et c'est ce que la plupart des pilotes de Formule 1 faisaient à l'époque et font encore aujourd'hui. Là, c'est un endroit où il n'y a pas d'impôts à payer. En plus, c'est un endroit qui est bien localisé pour se transporter d'un Grand Prix à l'autre. Sa montée sur le circuit de Formule 1 est fulgurante. En 1997, après un duel mémorable avec Michael Schumacher, il gagne le championnat de Formule 1 à l'âge de 26 ans. Le voici, le voici, le voici. Villeneuve devient un héros national et le Québec lui réserve un accueil spectaculaire au Centre Molson à Montréal. Même si j'ai grandi en Europe, mes souches sont canadiennes, sont québécoises, et ça ne changera jamais. Et sa fortune, elle, continue de gonfler. Quand on remporte un championnat du monde, on devient automatiquement un des pilotes les mieux payés du paddock. C'était certainement supérieur à 15 millions de dollars par saison. La nouvelle Golf, je l'aime bien. C'est pas une lâcheuse. Mais en plus des salaires et des bourses, les vedettes sportives de haut niveau perçoivent aussi des revenus substantiels grâce à leur droit à l'image. Il peut s'agir de contrats de publicité avec différentes sociétés commerciales. Il peut s'agir de droits de retransmission télévisée. Cela peut être l'essentiel, la toute grande majorité des revenus annuels du sportif quand on pense à des superstars planétaires comme Cristiano Ronaldo, comme Roger Federer. Donc il s'agit de sommes qui peuvent être très considérables. Et bien souvent, les vedettes sportives transfèrent leurs droits à l'image à des sociétés incorporées dans des paradis fiscaux. Selon un document confidentiel, une nouvelle société, Villeneuve Multimédia, est incorporée aux Bahamas en 1998. L'actionnaire principal est Gold Star Holdings, l'autre société créée aux Bahamas pour Jacques Villeneuve. Villeneuve Multimédia percevra ses droits à l'image dans le domaine des jeux vidéo de course automobile. André Larreau est professeur associé en droit fiscal à l'Université Laval. C'est comme si on me coupait un bras et on me dit « Ton bras va s'en aller en pays étranger, les revenus gagnés par ton bras, finalement, ne t'appartiendront pas. » Ça ne tient pas. Or, la même chose, le droit à l'image. Ce droit-là m'appartient. Or, je suis capable, par une fiction de la loi, de transférer les revenus qui proviendront de mon nom, de mon image, de ce qui m'appartient à moi, dans mon cerveau. Je suis capable de transférer ce revenu à l'extérieur. C'est hallucinant, mais c'est permis. Quelques années plus tard, Ubisoft publie le jeu vidéo Speed Challenge Jacques Villeneuve's Racing Vision, avec l'autorisation de Gold Star Holdings. La vie professionnelle de Jacques Villeneuve, elle, prend un virage inattendu. Il décide de faire le saut vers une nouvelle écurie, BAR, qui est dirigée par son gérant Craig Pollock. Villeneuve signe un lucratif contrat de 20 millions de dollars par année. Ils se sont lancés avec des budgets presque illimités, mais ça a été un flop monumental. C'est difficile d'avoir du succès rapidement en F1. Et ça a été, là, on a suivi à partir de ce moment-là un peu le déclin de la carrière de Jacques Villeneuve. Il se battait comme un diable, mais au volant d'une poubelle. Alors, il ne pouvait pas remporter des courses, malheureusement. Malgré ses déboires sur la piste de course, Jacques Villeneuve continue de vivre la vie de multimillionnaire à Monaco. À bord d'un luxueux yacht de plus de 40 mètres, le Bliss. En 2002, le Bliss est immatriculé au Luxembourg, un pays d'Europe sans accès aux océans, mais aux règles fiscales avantageuses. À cette époque, son gérant Craig Pollock continue de gérer sa vie professionnelle et sa vie privée. La vie privée, ça peut être les bateaux, les avions, les maisons à gauche et à droite, et puis tout ce qu'il veut dans la vie privée. C'est comme un hand-holding service qui est derrière, parce que quand Jacques arrive, il faut qu'il y ait quelqu'un là pour l'accueillir, et puis même qu'il y a de lait et puis de pain dans le frigo, il faut que tout soit fait.
Dans un point de presse, il nous avait dit qu'il ne savait même pas combien il y avait d'argent à la banque, que c'est Craig qui s'occupait de tout, les aspects financiers, là, de la gestion de son argent et tout ça. Ça nous avait beaucoup surpris. Habituellement, on sait à peu près combien on a d'argent à la banque. Et lui disait avoir aucune idée, malgré le fait que c'est un pilote qui avait un des mieux payés du paddock. La Formule 1, c'est un petit cirque qui fait le tour du monde. C'est un groupe de gens fortunés qui se considèrent comme des citoyens du monde et qui, on dirait, qui prennent le meilleur de ce qu'ils ont à prendre un peu partout et qui tirent tous les bénéfices possibles, là. En 2002, Jacques Villeneuve retourne en Suisse à Villars-sur-Olon, le même village où il avait fait ses études. La Suisse offre aux vedettes sportives qui viennent s'y établir un forfait fiscal avantageux. La même année, dans les Caraïbes, une autre fiducie est créée pour le coureur automobile québécois. Selon la fuite des Pandora Papers, la fiducie Glion Trust est établie aux îles Vierges britanniques en novembre 2002 pour préserver, gérer et protéger les avoirs familiaux de M. Jacques Villeneuve. Après la fin de son contrat avec BAR, Villeneuve vend son yacht, qui lui coûte une fortune en frais de fonctionnement. Puis il signe un contrat de plusieurs millions de dollars avec l'écurie BMW Sauber. Mais vers la fin de ce contrat, en 2006, il sent les portes du monde de la Formule 1 se refermer. Peu de temps après, Jacques Villeneuve va quitter le confort et les avantages fiscaux de son chalet alpin pour retourner vivre au Québec. Après avoir vécu dans des paradis fiscaux européens jusqu'en 2007, Jacques Villeneuve effectue un retour à Montréal pour tenter sa chance sur le circuit nord-américain de course automobile NASCAR. Je pense qu'il essayait de donner une nouvelle tournure à sa carrière, de se relancer. Quand tu obtiens des contrats de quelques courses en NASCAR, là, tu signes pas pour des millions, mais quand même, tu associes le nom de Villeneuve. Jacques Villeneuve s'installe rue Saint-Pierre, dans le Vieux-Montréal, dans un luxueux penthouse de 2 étages qui compte une immense terrasse privée avec vue imprenable sur le centre-ville. Le propriétaire du condo est une société appelée Sapphire Blue Holdings, qui est incorporée aux îles Vierges britanniques. Un document lié à la vente du condo quelques années plus tard montre que c'est Jacques Villeneuve qui signe pour Sapphire Blue Holdings. Il a donc utilisé une société des Caraïbes pour acheter et vendre de l'immobilier à Montréal. Peut-être que M. Villeneuve préférait que son nom n'apparaisse nulle part. Et donc, en ayant une société des îles Vierges britanniques, son nom était plus difficilement repérable. Mais c'est davantage, je pense, ici, la question de... Il y avait des sommes disponibles dans cette société-là. Juste avant son retour au Québec, Jacques Villeneuve fait aussi l'achat d'un immense domaine de 850 acres dans les Laurentides, sur lequel il fera construire un imposant chalet en bois rond. Mais sur papier, l'actionnaire de la société qui se porte acquéreur du terrain est Classe Étoile SA, une société incorporée au Luxembourg, un paradis fiscal. Puis en janvier 2007, Jacques Villeneuve fait l'acquisition d'un manoir de 3 millions de dollars sur la rue Sunnyside à Westmount. En plus, tu as trouvé une table qui est assez grande. Quand on a une grande pièce comme ça, c'est important d'avoir des gros meubles. Il effectue d'importantes rénovations de près de 6 millions de dollars qui font l'objet d'une vidéo promotionnelle. La résidence des Villeneuve compte 22 pièces, dont 5 chambres, 7 salles de bain et une cave à vin. Merci de nous avoir invités dans la cave à vin. Pendant qu'il vit à Montréal, Jacques Villeneuve se trouve régulièrement au chic resto-bar Newtown qu'il a ouvert en 2001 sur la rue Crescent. C'était très branché à l'époque, mais c'était une des boîtes populaires à Montréal. Les gens qui venaient à Montréal, les touristes, savaient que le Newtown, c'était l'établissement de Jacques Villeneuve. Mais sur papier, l'actionnaire principal du restaurant n'est pas Jacques Villeneuve, mais plutôt Fair Star Investments, une société incorporée aux Bahamas. Bienvenue à ce point 13, nous parlerons aujourd'hui de musique. N'est-ce pas, Jacques? En plus du domaine de la restauration, Jacques Villeneuve tente aussi de lancer une nouvelle carrière de chanteur. Je ne donnerai jamais assez
pour mériter ce que tu m'apportes. Dans les mois qui précèdent son retour au Canada, il convoque la presse montréalaise pour le lancement d'une chanson. Il dévoilera plus tard un album complet intitulé Private Paradise. Mon incursion en musique, ça n'a pas été un succès. Là. Même la critique, je pense, a assez démoli cet album-là. Mais il y avait la liberté et le luxe de se lancer dans des aventures comme celle-là parce qu'il y avait les moyens de le faire. Vous visez quoi là, comme vente? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Aucune idée. Ça vous importe pas? Non, j'aurais été content juste de l'imprimer puis de le donner à des amis aussi. Donc c'est pas vrai. C'est vraiment pas une étude de marché qui a été faite. À peine 2 mois avant cette entrevue, une autre société liée à Jacques Villeneuve, Album Holdings Limited, a été incorporée aux Bahamas en avril 2006. Selon la fuite des Pandora Papers, Album Holdings est une société de portefeuille détenant des brevets et des droits d'auteur. Les actionnaires de cette société sont 2 fiducies, l'une liée à Jacques Villeneuve et l'autre à son gérant de l'époque, Craig Pollock. Jacques Villeneuve a-t-il conservé ses sociétés et sa fiducie des Caraïbes lorsqu'il est devenu un résident canadien en 2007? À partir du moment où Jacques Villeneuve devient résident du Canada, la fiducie, elle, par des règles fiscales applicables à ce moment-là, devient résidente du Canada et doit payer des impôts au Québec et au Canada sur les revenus qu'elle gagne. Ni Jacques Villeneuve ni Craig Pollock n'ont répondu à nos questions. Depuis 2008, Jacques Villeneuve fait cavalier seul après avoir rompu sa relation professionnelle avec Pollock. Dans une entrevue accordée à la presse en 2013, Villeneuve a affirmé avoir respecté les règles fiscales de tous les pays où il est passé. Il a déclaré alors qu'il était très important pour lui de ne jamais avoir de squelette caché et qu'au Canada, il avait perdu beaucoup d'argent en impôts ou autrement. En arrivant au Québec, Jacques Villeneuve se départit de ses intérêts dans la société Gold Star Holdings. Dans les années suivantes, certaines autres de ces sociétés des Caraïbes commencent à disparaître ou deviennent inactives. En 2010, pendant qu'il est toujours au Québec, Jacques Villeneuve est encore en lien avec le cabinet d'avocats qui a mis sur pied plusieurs de ces sociétés dans les Caraïbes, selon un document confidentiel. En 2012, le fameux printemps érable secoue le Québec et Jacques Villeneuve va se retrouver au cœur de la controverse. Près de 300 000 en grève partout à travers le Québec! Des étudiants manifestent pendant des mois contre la hausse des frais de scolarité annoncée par le gouvernement libéral de Jean Charest. Gabriel Nadeau-Dubois était un porte-parole du mouvement étudiant à l'époque. L'objectif, c'était de se faire voir, c'était de se faire entendre, de montrer qu'on existait, qu'on était toujours debout, puis que le gouvernement devait écouter nos revendications. Les négociations entre les étudiants et le gouvernement sont dans l'impasse. Les jeunes décident alors de perturber des événements liés au Grand Prix de Montréal afin de faire bouger les choses. Bien, c'est sûr que le Grand Prix, c'est pas exactement l'emblème du projet de société qu'on défendait en 2012. Hein. C'est un événement très polluant qui rassemble souvent la crème de l'élite politique et économique. Lors du chic cocktail d'ouverture du Grand Prix, le gratin de la Formule 1 et des vedettes québécoises font leur apparition sur le tapis rouge, y compris Jacques Villeneuve. C'est un petit peu dommage qu'il y ait ces problèmes-là en ce moment, mais j'espère que le week-end va quand même bien se dérouler, qu'on n'aura pas trop de problèmes. Avez-vous l'impression que ça peut laisser une marque chez les étrangers ou une impression? Une marque très négative, oui. C'est vraiment pas bon, là, tout ce qui se passe. Donc il y a un petit manque de réflexion qui se fait de la part d'un paquet de jeunes individus. Villeneuve en rajoute pour la presse anglophone. I guess internationally people think that there's this huge extra money that the students need to pay when it's not. And when they get the full story, then they just can't believe it. You know, it's rebels without a cause, really. And it's impossible to make sense of it. Puis, il se vide le cœur devant des journalistes de la radio. Ça n'a juste pas de bon sens. Ça coûte cher à tout le monde. Je pense qu'ils ont passé leur jeunesse à grandir sans que leurs parents leur disent non, jamais. Donc, c'est ça qu'on voit maintenant dans les rues. Ça passe son temps à se plaindre et c'est tout. Il est temps que les gens se réveillent un petit peu, qu'ils arrêtent de faire les fainéants, là. Ça fait assez longtemps que ça dure, tout simplement. Comment vous avez réagi en entendant ça? Je me rappelle qu'on me montre l'extrait, puis honnêtement, je mentirais si je disais que j'ai été surpris.
où on a décidé de se doter de services publics. La santé, l'éducation, mais même les routes sur lesquelles roulent les voitures de F1, tout ça est payé avec des fonds publics. Cet argent-là, il faut que tout le monde contribue à la caisse commune. Puis les gens qui en ont plus doivent contribuer plus. Alors moi, ça ne me surprend pas de savoir qu'un multimillionnaire comme Jacques Villeneuve méprise un mouvement social dont l'objectif, à terme, c'est de mieux répartir la richesse. À la suite de la sortie controversée de Jacques Villeneuve, le journaliste Martin Leclerc publie sur le site de Radio-Canada une chronique intitulée « Le monde selon Jacques Villeneuve ». Je ne m'attendais pas à voir Jacques faire un virage, faire un virage à gauche parce que durant les années où je l'ai côtoyé en F1, c'est quelqu'un qui m'avait semblé quand même assez à droite. C'est quand même particulier de voir quelqu'un qui a étudié au Collège Beau-Soleil en Suisse, un des collèges les plus prestigieux au monde, où les frais de scolarité sont de près de 100 000 $ par année à l'époque. Et de le voir critiquer comme ça un débat sur l'accessibilité scolaire. Dans les mois qui suivent, Jacques Villeneuve décide qu'il en a ras-le-bol du Québec et de son climat social. J'ai dit qu'il était très déçu. Il a cité ces manifestations-là étudiantes dans la liste des déceptions qu'il avait par rapport au Québec. Il avait dit le Québec est en train de devenir comme la France, les revendications sociales, les critiques des étudiants et tout ça, tout le monde en veut toujours plus et ça me déçoit beaucoup. Donc, je préfère aller m'installer ailleurs et je quitte le Québec. Il choisit de s'établir en Europe, dans la minuscule principauté d'Andorre, située entre la France et l'Espagne. Une explication potentielle est que Jacques Villeneuve aime bien les Pyrénées, les sports d'hiver. Une autre pourrait être, Andorre est un pays qui est connu pour son climat fiscal favorable. Andorre, jusqu'en 2014, il me semble, avait un système extrêmement favorable parce qu'il ne connaissait pas d'impôt sur le revenu. C'est une hypocrisie énorme, de reprocher d'un côté à des jeunes de se mobiliser pour une société plus juste et de l'autre, fuir ses responsabilités à l'égard de la société en allant s'établir dans un paradis fiscal pour surtout éviter, oh mon Dieu, la tragédie que représenterait le fait de contribuer au bien commun. Dans une entrevue accordée au Journal de Montréal en 2013, il nie s'être établi à Andorre pour des raisons fiscales. Il dit que son départ n'est pas une question d'impôt et affirme avoir payé ses impôts pendant ses 5 années passées au Québec. En 2013, le coureur automobile Jacques Villeneuve s'installe dans le paradis fiscal d'Andorre après avoir quitté le Québec. Mais il se retrouve rapidement avec le fisc québécois à ses trousses. Revenu Québec lui demande des comptes afin de vérifier s'il a déclaré tous ses revenus mondiaux pendant ses années de résidence au Québec. Il doit fournir aux autorités fiscales la liste de ses biens à l'étranger, mais Villeneuve tarde à remettre les documents demandés et omet de mentionner l'existence d'un compte bancaire en Suisse. Les contribuables résidents canadiens doivent divulguer les comptes à l'étranger dans la mesure où il existe une somme supérieure à 100 000 $ dans ces comptes-là. Le défaut d'avoir effectivement obtempéré à cette question fait en sorte que la relation entre le contribuable et Revenu Québec pourrait être un peu plus tendue. Selon Revenu Québec, Jacques Villeneuve n'aurait pas justifié la provenance et la nature de multiples dépôts dans ses comptes à la Banque HSBC de Montréal. Une autre somme en litige est un prêt de 300 000 $ provenant de Gold Star Holding, une des nombreuses sociétés incorporées pour Villeneuve dans les Bahamas. Jacques Villeneuve conteste devant les tribunaux les conclusions de Revenu Québec. Ses avocats soutiennent qu'il n'avait pas à déclarer ces sommes car, selon eux, elles n'étaient pas imposables. Parmi les documents soumis au tribunal par Jacques Villeneuve se trouvent ses déclarations de revenus. En 2010, il a déclaré à titre personnel un maigre revenu de quelques 6 400 $. Selon le formulaire, le multimillionnaire aurait aussi réclamé le crédit d'impôt pour la solidarité, un crédit d'impôt qui vise à venir en aide aux familles québécoises à faible revenu. Jacques Villeneuve a refusé de répondre à nos questions. Son avocat montréalais, Martin Delisle, indique qu'il ne souhaite faire aucun commentaire en raison des procédures judiciaires en cours. Selon Revenu Québec,
Jacques Villeneuve a déclaré des revenus à titre personnel de 3 224 $ en 2011 et de 5 782 $ en 2012. Je pense que son habit devait valoir plus que ça, 3 000 $. Je veux dire, tout le monde sait que Jacques Villeneuve n'a pas fait 3 000 $ dans ces années-là. Il est tout à fait possible de percevoir un montant très faible de revenus à titre personnel, tout en percevant, au travers de différentes sociétés, des sommes beaucoup plus importantes. En effet, une société incorporée au Québec pour Jacques Villeneuve, les courses Newtown, a recueilli plus d'1 million de dollars en revenus de courses automobiles et en contrats publicitaires. Selon les états financiers déposés à la Cour, elle a payé des impôts de 27 000 $ en 2013, mais elle a déclaré des pertes les 3 années précédentes et n'aurait donc eu aucun impôt à payer ces années-là. Est-ce que Jacques Villeneuve a respecté la lettre de la loi? Je ne suis pas fiscaliste, mais c'est possible. Il y a des stratagèmes fiscaux, il y a de l'évitement fiscal qui peut être légal, mais ça ne le rend pas légitime, puis encore moins socialement acceptable. On se demande après pourquoi on attend dans les hôpitaux, pourquoi il n'y a pas assez d'autobus, pourquoi les écoles tombent en ruine, pourquoi il n'y a pas d'eau potable dans les réserves autochtones. Le recours répandu de stratégies d'évitement fiscal dans l'univers des sportifs de haut niveau pose un important problème d'éthique à l'échelle mondiale, selon le professeur Eduardo Traversa. Mais je crois qu'on assiste à un problème qui est l'équivalent de celui du dopage, mais d'un point de vue fiscal. À partir du moment où ces sportifs de haut niveau sont aussi des personnes qui servent d'exemple à des millions de fans à travers le monde, cela mine le contrat social dans la mesure où des personnes qui ont des revenus bien moindres se disent « mais si lui le fait, pourquoi est-ce que moi je devrais le payer ?» Après quelques années passées dans la principauté d'Andorre, Jacques Villeneuve est retourné vivre dans les Alpes suisses pour finalement s'installer en Italie dans une résidence de Lombardie. L'Italie aussi offre un alléchant forfait fiscal pour les riches étrangers qui viennent s'y établir.